C'est 84 exactement, et c'est lié à l'apparition et la montée du Front National. Le MRAP a quand même toujours eu une autre dimension. C'était pas seulement de l'anti-Le Pen. Il travaille le racisme sur le fond. Si on parle de 2010, c'est essentiellement des interventions auprès de publics divers et variés, mais essentiellement un public scolaire. C'est vrai que on n'apparaît plus trop, on fait plus de conférences publiques, et parce que il y a aussi un changement, je crois, sur les gens qui se sont tournés vers d'autres associations. Je pense à RESF par exemple. Il y a une sorte de déplacement de l'engagement des gens. Actuellement, les gens qui sont préoccupés par les questions d'immigration militent surtout à RESF, ce qui n'est pas contradictoire avec nous. De toute façon, sur Metz, nous, on n'est pas rivaux. Je lutte pour une cause et à la limite, si c'est une autre association qui à un moment porte cette cause-là, tant mieux. L'important, c'est qu'il se fasse des choses. En fait, les associations antiracistes, sont plurielles, mais ça fait déjà une paire d'années. Mais justement, le fait de se retrouver dans un réseau ou dans un collectif peut les animer de manière différente, mais beaucoup plus productive. Au niveau du réseau d'éducation sans frontières, on n'a jamais vraiment de problème pour que les organisations laissent un petit peu leur étiquette de côté et travaillent ensemble. On a des militants de plusieurs organisations qui se retrouvent. La cause antiraciste, bien sûr, est d'actualité, mais en fait, c'est vrai que très peu de personnes se rendent compte vraiment de ce qui se passe. Pour le grand public, les expulsions, c'est peut-être quelque chose qui est normal parce que finalement, c'est peut-être, comme c'est présenté, rendre service aux étrangers qui sont installés durablement. Les sans-papiers, ce sont uniquement des personnes qui viennent d'arriver en France, alors que bien souvent, ceux qu'on appelle sans-papiers sont des personnes qui avaient des papiers qu'on a retirés. Nous, on n'a pas vraiment eu écho de personnes qui critiquent un petit peu le travail du réseau. Bon, après, il y a toujours des groupuscules d'extrême droite, mais la seule fois où un groupuscule d'extrême droite est venu à Metz pour parader lors de Cercle du Silence, c'était des militants d'extrême droite qui venaient d'une autre région. Faut le savoir quand même, quoi. Donc, ils sont pas si nombreux que ça. Nous, on appelle ça le complément bruyant du Cercle du Silence. C'est-à-dire, voilà, ça se situe un petit peu dans la même lignée, c'est pour interpeller les gens sur les problèmes des sans-papiers, sur les difficultés qu'ils rencontrent, et puis un petit peu voir si on peut mobiliser les citoyens qui passent devant là-dessus, quoi. On a choisi de le faire en faisant plus de bruit, c'est ni mieux ni moins bien, c'est pas du tout pour se moquer ou je sais pas quoi, c'est vraiment un complément, voilà. C'est vrai qu'on s'est calé un peu sur leur rythme, parce qu'on trouvait que c'était une bonne idée, qu'on pense qu'il faut réussir à inscrire l'action dans la durée, donc par exemple le faire une fois par semaine, étant donné nos forces pour l'instant, c'était pas vraiment envisageable, mais une fois par mois, c'est un bon rythme. Par exemple, le MRAP, la LDH, sont pas explicitement sur, par exemple, l'aide pratique apportée aux sans-papiers directs quotidiennes, quoi. Il nous semblait qu'à Metz, il y a RESF qui existe pour les familles qui ont des enfants scolarisés ou pour des jeunes scolarisés, et il y avait une sorte de vide militant. Alors sur les travailleurs sans-papiers, par exemple, ou les sans-papiers adultes qui sont pas scolarisés, voilà, il y avait personne qui était directement disponible pour être mobilisé sur ces questions. Expressément sur l'UCIG, je n'ai encore pas rencontré d'autres personnes que RESF. Par contre, c'est un petit milieu, le milieu militant messin, donc on se connaît tous, les gens de la LDH, les gens du MRAP, etc. On va essayer de développer ces liens-là, justement parce qu'on n'est pas, pour la plupart d'entre nous, de grands spécialistes, par exemple sur le point de vue juridique ou des choses comme ça, et donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'associations plus anciennes. Au départ, on avait essentiellement des problèmes de séjour. Et aujourd'hui, je dirais que c'est 50-50. Problème de séjour et problème de discrimination, travail, à l'embauche, logement, lieu de loisirs, je pense aux discothèques plus particulièrement. Donc les gens nous contactent, on prend rendez-vous, on essaye de servir un petit peu de médiateur, donc on envoie un courrier pour essayer de faire peur aussi un petit peu aux gens parce qu'ils ont souvent tendance à oublier que les propos qu'ils tiennent, ma foi, ils sont passibles effectivement de passer en justice et d'avoir des amendes, etc. Je dirais qu'aujourd'hui, ESA, SOS Racisme, était une des premières associations à mettre ça en avant. Ce sont les questions de discrimination à l'embauche, discrimination au logement, discrimination au loisir. Donc si on recouvre le toit, le travail et le plaisir, c'est un peu une discrimination à la vie.
que subissent pas uniquement les jeunes, certains jeunes, et je crois qu'il est toujours bon de rappeler, par la loi, qu'un patron de discothèque, qu'un propriétaire bailleur, qu'un employeur ne peut pas discriminer. Le testing, c'est une opération qui, en fait, cherche à détecter la discrimination. C'est-à-dire que on met en situation deux personnes qui ont le même profil, par exemple au niveau des études ou des expériences professionnelles, et la seule chose qui les sépare, c'est soit leur couleur de peau, soit leur sexe, soit leur orientation sexuelle. Et à partir de là, on va essayer de confronter les deux profils et voir s'il y a égalité de traitement chez ces deux personnes. Et donc, une fois qu'on a la preuve de discrimination, on porte plainte contre l'entreprise ou la personne qui discrimine. Le combat antiraciste, c'est essayer de montrer que le racisme existe parce que nous avons des préjugés. Nous avons peur et cette peur fait qu'on refuse de connaître. On s'éloigne, on ne connaît pas, on change de trottoir, on ne dit pas bonjour. Et cette méconnaissance de l'autre, avec toutes les fantasmes qui peuvent s'y attacher, provoque bien évidemment du racisme. En fait, chaque année, on essaye de choisir un autre sujet, un autre thème de la cause antiraciste. On a travaillé l'année dernière sur Martin Luther King. Donc là, c'était plus le racisme et la ségrégation à cette époque aux États-Unis entre les Noirs et les Blancs. Cette année, on travaille sur la lutte contre l'homophobie, puisque pour nous aussi, l'homophobie, c'est également un frein au vivre ensemble. Donc, on ne prend pas la lutte contre le racisme, juste la différence entre les Noirs et les Blancs. Et souvent, c'est vrai que les associations antiracistes, elles sont un peu cataloguées comme ça, en disant qu'on est juste là pour aider les Noirs victimes de racisme. Or, c'est faux. On essaie vraiment de toucher tout ce qui est un frein au vivre ensemble, à l'intolérance et tous les combats contre toute forme d'inégalité.